Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Cette vidéo est principalement destinée aux répondants de la solution GT. Avant, vous aviez la charge d'un reporting pour votre entité. Régulièrement, vous deviez mettre à jour des données dans un classeur Excel. Aujourd'hui, votre direction vous informe que le processus de collecte utilisera dorénavant Gathering Tools. Et vous vous posez certainement des questions. Qu'est-ce qui changera pour vous? Votre document sera-t-il différent de votre Excel habituel? Et surtout, comment accéderez-vous à vos documents et comment pourrez-vous transmettre vos données? Nous allons aborder point par point tous ces sujets pour que votre prise en main de Gathering Tools soit fluide et agréable. Dans la plupart des cas, vous vous connecterez à Gathering Tools en utilisant un compte. Sachez que dans certains cas bien spécifiques, il est également possible d'utiliser Gathering Tools sans compte, mais ce cas est plus rare et fera l'objet d'une vidéo dédiée. Lors de la connexion, deux possibilités se présentent. Si votre entreprise utilise des comptes dédiés Gathering Tools, alors vous allez recevoir un mail contenant toutes les informations nécessaires pour vous connecter. Le premier paramètre, l'instance, désigne l'espace de travail auquel vous aurez accès. Cliquez simplement sur le lien pour ajouter l'instance dans votre application. L'interface apparaît et l'instance apparaît dans la liste déroulante, sous la boîte de sélection de langue. Le mail contient également votre identifiant, ainsi qu'un mot de passe temporaire. Lors de votre première connexion, l'outil vous demandera de créer un nouveau mot de passe. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous pourrez en redemander un en cliquant sur ce bouton. Saisissez votre login et votre adresse mail. S'il correspond à un compte existant, vous recevrez alors un nouveau mail contenant un nouveau mot de passe temporaire. Deuxième possibilité, votre entreprise a paramétré Gathering Tools pour que la connexion utilise l'annuaire d'entreprise. Dans ce cas, cliquez sur le bouton orange. Dans mon cas, le bouton de connexion se nomme « Se connecter avec OIDC Provider », mais pour vous, il portera sans doute un nom un peu différent. Peu importe. Cliquez sur le bouton, une nouvelle page s'ouvrira alors. Et c'est là que vous pourrez vous connecter en saisissant vos identifiants habituels. Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil de Gathering Tools. La première chose que je vous conseille, c'est d'aller personnaliser votre profil. Pour cela, cliquez sur la photo de profil en haut à droite, et, dans le menu, choisissez « Profil ». Il y a plusieurs paramètres que vous pouvez mettre à jour. Tout d'abord, je vous recommande d'uploader une image de profil. Cette image apparaîtra dans les notifications et les fils de discussion, ce serait dommage de conserver une image anonyme. Pour charger une image, cliquez simplement sur le bouton « Changer l'image » et sélectionnez une image sur votre poste de travail. Ensuite, c'est ici que vous pouvez modifier votre mot de passe. Pour cela, saisissez votre mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe. Saisissez une nouvelle fois le nouveau mot de passe pour confirmer, et puis cliquez sur le bouton « Changer de mot de passe ». Attention, vous ne pouvez pas vous modifier votre mot de passe si vous vous authentifiez avec l'annuaire d'entreprise. Enfin, vous pouvez activer ou désactiver les mails de notification. Dans un projet Gathering Tools, vous recevrez des notifications chaque fois qu'un événement qui vous concerne survient. Par exemple, lorsque l'on vous adresse un formulaire à remplir, ou bien lorsque votre réponse est validée. Mais il y a de nombreux autres cas. Par défaut, chaque notification fera l'objet d'un email qui vous sera transmis. Si vous avez l'impression de recevoir trop de mails, vous pouvez désactiver leur envoi en faisant glisser ce curseur. Dans ce cas, les notifications s'afficheront dans la page d'accueil de Gathering Tools, mais les mails ne vous seront plus envoyés. Attention, si vous désactivez les mails, pensez bien à vous connecter régulièrement à Gathering Tools pour vérifier les notifications qui vous seront transmises. Une fois vos paramètres mis à jour, cliquez sur le bouton « Retour » pour revenir à la page d'accueil. Vous pouvez constater qu'elle est divisée en deux parties. À gauche, la liste des projets dans lesquels vous êtes impliqué, et sur la droite, les notifications qui vous concernent. Dans mon cas, je n'ai que le projet Treasury Late Actual, et je peux constater que j'ai une notification de Marie-Laure m'informant qu'une nouvelle publication a été lancée, et que ma contribution est requise. Pour accéder à la publication, je vais faire un double clic sur la notification. J'arrive alors sur la page des réponses. Sur cette page, chaque ligne correspond à un périmètre auquel j'ai accès. Dans Gathering Tools, on appelle ça des entités. Dans mon cas, la campagne de collecte est organisée par filiale, ou subsidiary en anglais. Et je n'ai accès qu'à une seule filiale, le siège, Headquarters. Et pour cette entité, je constate que pour l'instant, elle a le statut sans réponse, ce qui signifie que personne n'a répondu au questionnaire. Je vais donc ouvrir le questionnaire. Pour cela, je double-clique n'importe où sur la ligne. Ainsi, j'accède au fil de discussion de l'entité Headquarters. Ce fil de discussion va conserver toutes les versions du formulaire échangé, celui d'origine ainsi que toutes les réponses, les brouillons, les validations et les messages que peuvent vous envoyer les gestionnaires. Car vous ne serez probablement pas le seul à travailler sur votre entité. En cliquant sur ce bouton,
vous pouvez voir la liste des utilisateurs qui peuvent intervenir sur cette entité. Dans mon cas, je suis ici, dans la catégorie des répondants, et je partage ce rôle avec Luc, qui, comme moi, pourra accéder au fil de discussion, ouvrir le formulaire et transmettre des réponses. Lui et moi, nous verrons la même chose. S'il ajoute une réponse, je pourrai la voir, la modifier, et transmettre une nouvelle réponse. Et ce sera la même chose pour lui. Je vous montrerai ensuite comment les répondants peuvent collaborer via les brouillons. Le travail que nous réalisons sera également visible par les acteurs affichés au-dessus. Les valideurs, comme Alain, pourront consulter les réponses et les valider, et enfin, les gestionnaires qui pilotent les publications. Ici, la gestionnaire est Marie-Laure, qui a lancé la publication. Les répondants, les valideurs et les gestionnaires ont tous accès au fil de discussion. Et c'est avec eux que vous collaborerez pour renseigner les données qui alimenteront la campagne de collecte. Je vais maintenant ouvrir le questionnaire. Pour cela, il me suffit de cliquer sur l'icône de document dans le premier message. Gathering Tools ouvre alors une nouvelle fenêtre contenant mon formulaire. La première fois que vous ouvrez un document Gathering Tools, vous pouvez constater que la ressemblance avec un document Excel est frappante. Pourtant, une importante différence va rapidement vous sauter aux yeux. Contrairement à un classeur Excel, un document GT est presque totalement verrouillé. Vous ne pourrez saisir que dans les cellules autorisées et vous ne pourrez jamais insérer de colonnes. Vous pourrez en revanche ajouter ou supprimer des lignes ou des onglets, mais là encore, seulement là où c'est prévu. Alors, comment reconnaître les cellules éditables ? Eh bien, normalement, le concepteur du document utilisera une charte graphique indiquant clairement les zones libres ou verrouillées, et il ajoutera généralement des commentaires explicatifs aux endroits appropriés pour vous expliquer ce qui est attendu. Ici, mon document comporte 2 onglets. Et la charte graphique est très claire. Je ne peux saisir que dans les cellules saumon. Si je tente de saisir dans une autre cellule, je constate qu'elle est verrouillée. La saisie des données se fait comme dans Excel. Je peux saisir manuellement. Je peux également faire des copier-coller. En revanche, le menu contextuel montre bien que je ne peux pas modifier le nombre de lignes ou de colonnes dans cet onglet. Bien, j'ai donc 2 tâches à effectuer. Premièrement, saisir les données, et deuxièmement, cliquer sur le bouton « Envoyer » afin de transmettre ma réponse. Mais pour pouvoir transmettre ma réponse, faut-il encore que mes données soient correctes. En effet, afin d'éviter les allers-retours qui vous feraient perdre du temps, Gathering Tools va, dans la mesure du possible, vous empêcher d'envoyer votre questionnaire s'il ne respecte pas les contrôles de cohérence mis en place dans le document. Il existe 2 types de contrôles de cohérence. Tout d'abord, les contrôles sur les types de données qui sont vérifiés lors de la saisie. Par exemple, si je saisis du texte dans une cellule, GT refuse de valider cette saisie et m'indique que la cellule n'accepte que des valeurs numériques comprises entre 0 et 100. Ensuite, les cellules obligatoires et les contraintes, qui sont vérifiées lorsque vous tentez de transmettre votre réponse. Dans mon document, vous pouvez constater que certaines cellules comportent un petit chanfrein vert dans le coin inférieur droit. Cela signifie que ces cellules sont obligatoires, et effectivement, si je clique sur le bouton « Envoyer » alors que ces cellules sont vides, alors GT m'affiche la liste des erreurs qui m'empêchent de transmettre ma réponse. Pour chaque contrainte non respectée, un hyperlien me permet de naviguer directement jusqu'à la cellule incriminée afin de corriger la valeur. Vous pouvez d'ailleurs vérifier à tout moment vos données en cliquant sur le bouton « Voir les contraintes ». Je saisis mes valeurs incomplètes. Une fois complété, je vérifie les contraintes et je constate que toutes mes données sont correctement renseignées. Ce qui signifie que je pourrais effectivement transmettre ma réponse. Toutefois, en dehors des cellules obligatoires, d'autres règles de gestion peuvent exister. Par exemple, si je saisis une valeur élevée, par exemple 99, dans cette cellule, je constate qu'une mise en forme conditionnelle s'affiche, m'avertissant d'une erreur. La somme du cache-out ne doit pas dépasser la somme du cache-in. Cette mise en forme conditionnelle fonctionne exactement comme dans Excel. Sauf que dans GT, elle peut m'empêcher de transmettre ma réponse. Et c'est bien ici le cas. Si je vérifie les contraintes, GT affiche alors cache-out cannot exceed cache-in et me fournit les hyperliens pour m'aider à comprendre d'où vient mon erreur. Ici, les liens pointent sur les cellules K19 et K27 qui correspondent respectivement au total du cache-in et au total du cache-out. Notez que les cellules comportent maintenant, elles aussi, un chanfrein vert, et que si je clique dessus, une icône d'information apparaît et me permet d'afficher à nouveau la contrainte.
et de naviguer entre les différentes cellules impliquées. Dans mon cas, je me rends compte que c'est le 99 qui pose problème. Je vais donc le remplacer par 9,9 et tout rentre dans l'ordre. Les chanfreins verts disparaissent, la mise en forme conditionnelle disparaît, et si je vérifie mes données, je constate que toutes mes données sont correctes. Voilà pour le premier onglet de mon document. Le deuxième onglet dispose d'une fonctionnalité que vous allez souvent rencontrer, le motif. Un motif, c'est un tableau dans lequel vous pourrez ajouter ou supprimer des lignes si le concepteur du document vous l'a autorisé. Voici comment cela se présente. Dans le deuxième onglet, si je fais clic droit en dehors du tableau, je n'ai que les options de copier-coller, comme dans le premier onglet. Mais si je fais clic droit dans le tableau, vous constaterez que les options sont disponibles. Je peux ajouter, supprimer et trier les lignes. Je peux également sélectionner l'ensemble du tableau, uniquement la ligne ou la colonne en cours. Fonctionnellement, ce tableau me permet de saisir la liste des contrats pour lesquels ma filiale doit déclarer une exposition au risque de change. D'un mois à l'autre, je peux avoir un nombre de contrats différents, c'est la raison pour laquelle le concepteur a mis en place un tableau dynamique, qui me permettra de saisir autant de contrats que nécessaire. Je vais commencer par saisir la première ligne. Chacun de mes contrats comporte au minimum un numéro unique, le nom de l'entité contractante, la date de transaction, la date de maturité, le nom de la banque qui gère le contrat, est-ce que c'est un achat ou une vente, buy or sell, le montant, ainsi que la devise. À présent, si je veux saisir un autre contrat, je dois ajouter une ligne. Pour cela, j'ai trois possibilités. Faire un clic droit et choisir l'option « Insérer une ligne en dessous », cliquer sur n'importe quelle cellule du motif pour faire apparaître le petit « i » d'information dans le menu et choisir l'option « Insérer une ligne en dessous », ou bien alors utiliser le raccourci « CTRL Insert ». Après avoir rajouté ma ligne, je peux saisir les données du second contrat. Attention, un motif possède toujours une clé. Cette clé est une information ou une combinaison d'informations qui permet d'identifier la ligne de façon unique. Vous la reconnaîtrez facilement car la clé est obligatoire. Dans mon motif, la clé est la première colonne, et effectivement, on voit bien qu'elle affiche un chanfrein vert pour indiquer qu'elle est obligatoire. Mais elle doit également être unique. Si je tente de saisir la même valeur que pour la première ligne, GT m'affichera un message d'erreur. Ce message est défini par le concepteur du document. Dans votre cas, il sera certainement différent du mien. Je vais donc saisir une clé différente, et ensuite, je peux compléter la ligne normalement. Notez que, comme dans Excel, vous pourrez également afficher des fonctions d'agrégation pour obtenir une synthèse de vos données. Par ailleurs, le concepteur du document peut justement choisir de mettre en avant certaines de vos valeurs, de vos réponses, afin de faciliter le workflow. Ici, si je sélectionne la colonne Amount, GT affiche plusieurs agrégations, notamment le nombre de valeurs et la somme. Avec un clic droit, je peux d'ailleurs choisir les fonctions qui m'intéressent. Mais retenez bien la valeur de la somme, moins 138,85. C'est la somme de mon exposition au risque de change. Et c'est une valeur très importante dans mon process, ce que l'on pourrait appeler un KPI. J'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, ma saisie est terminée. Mon formulaire est rempli, je peux vérifier que toutes mes valeurs sont correctes, et transmettre. Pour cela, je vais d'abord saisir un commentaire, par exemple « Voici mes données », puis je clique sur le bouton « Envoyer ». GT me renvoie alors sur la page des réponses. Notez que le statut de mon entité, Headquarters, a changé. Il est passé de sans réponse à en attente. En attente de quoi? Eh bien d'une éventuelle validation. En effet, si je réouvre le fil de discussion, je constate qu'en plus du premier message contenant le questionnaire initial, il y a maintenant ma réponse, dans laquelle se trouve indiquée la valeur moins 138,85, qui permettra facilement de comparer cette réponse par rapport à une autre. Car effectivement, tant que le gestionnaire n'a pas verrouillé le fil de discussion, je peux ajouter autant de nouvelles réponses que je veux. Pour cela, il me suffit d'ouvrir ma réponse, et dans le document, de cliquer à nouveau sur « Envoyer ». Une fois votre réponse transmise, votre rôle n'est probablement pas terminé. Votre réponse peut être validée, mais il peut aussi vous être demandé de faire des corrections. Vous pouvez être relancé pour modifier des données, ou encore être sollicité par un autre utilisateur pour compléter une réponse. Voyons comment tout cela fonctionne. Si votre réponse est invalidée, vous recevrez une notification sur la page d'accueil. Comme d'habitude, faites un double-clic sur la notification pour accéder à la page des réponses. On constate effectivement que l'entité porte le statut « invalidé ». Et en ouvrant le fil de discussion, on accède aux commentaires de la personne qui a invalidé. La réponse invalidée apparaît alors en rouge, ainsi que le commentaire qui explique l'invalidation. Pour corriger la réponse, il suffit de cliquer sur le document dans le commentaire d'invalidation.
Vous pouvez également être relancé. Imaginons que je ne corrige pas ma réponse dans les délais, je recevrai à nouveau une notification. Et dans le fil de discussion, je trouverai le message de relance. Attention, le message de relance ouvre toujours le document initial. Si je veux créer une nouvelle réponse en modifiant ma dernière réponse, je dois ouvrir le document depuis le message d'invalidation ou depuis ma réponse. Bien, je vais maintenant corriger ma réponse. Le problème, c'est que je n'ai pas les informations concernant le contrat manquant. Par contre, je sais que ce contrat a été géré par Luc, qui travaille sur le même périmètre que moi. Je vais donc lui demander de compléter ma réponse. Pour cela, je vais utiliser un brouillon. Les brouillons permettent de construire une réponse à plusieurs répondants, de façon itérative, et sans que les valideurs et les gestionnaires ne soient pollués par les échanges. Je vais donc rouvrir ma dernière réponse, et je vais ajouter une ligne au motif indiquant seulement le nom du contrat, puisque c'est la seule information que je possède. Je vais ensuite dans le commentaire demander à Luc de compléter les informations, et enfin, je clique sur brouillon. Dans le fil de discussion, le brouillon apparaît en pointillé, pour bien montrer qu'il ne sera pas visible par les valideurs et les gestionnaires. Notez également que les brouillons ne sont pas soumis au contrôle de cohérence, vous pouvez donc parfaitement enregistrer un brouillon dans lequel les valeurs obligatoires sont manquantes. Lorsque Luc aura complété et renvoyé sa réponse, vous recevrez à nouveau une notification. Et sa réponse apparaîtra dans le fil de discussion. Notez que le nouveau contrat a modifié la valeur du KPI. Logiquement, Marie-Laure devrait valider la réponse, ce qui apparaît dans le fil de discussion. Puis, sur la page des réponses. À partir de ce moment, votre travail de collecte est terminé. Mais sachez que GT n'est pas seulement un outil de collecte. Il est également très utile pour publier des restitutions que vous pourriez consulter en fonction de vos droits. Lorsqu'une restitution est publiée dans votre périmètre, vous recevrez, là encore, une notification. En revanche, les restitutions n'ont pas de fil de discussion, puisque par définition, elles ne reçoivent pas ni de réponse, ni ne peuvent être validées. C'est pourquoi, lorsque vous double-cliquez sur la notification, vous accédez directement au document. Dans mon cas, Marie-Laure a publié une synthèse des données de trésorerie collectées. Elle contient mes données, celles du siège, mais également les données de la filiale au Royaume-Uni. Je peux également constater que les données des USA ne sont pas présentes, vraisemblablement car ils n'ont pas encore transmis leur réponse. Mais lorsqu'ils le feront, je pourrai simplement actualiser le document en cliquant sur le bouton « Synchronisation ». Enfin, sachez que vous pouvez naviguer dans les publications sans passer par les notifications. Depuis la page d'accueil, sous chaque projet, vous trouverez un bouton « Publication ». En cliquant dessus, vous accéderez à la liste des publications de votre périmètre. Vous remarquerez que, sur chaque publication, une date est affichée. C'est la date d'arrêt. La plupart de vos documents seront publiés de façon récurrente. Pour retrouver une publication précédente, il vous suffira de choisir la date parmi la liste. Pour les publications de type Collect, vous pouvez cliquer sur le bouton Réponse pour accéder à votre entité, et de là, au fil de discussion. Et pour les publications de type Restitution, vous pouvez cliquer sur le bouton Restitution pour atteindre la liste des restitutions, et de là, ouvrir les documents. Et voilà, vous savez dorénavant comment naviguer dans GT pour participer aux campagnes de collecte et accéder aux restitutions. Quelques mots pour conclure. Tout d'abord, je vous ai montré comment ajouter des données dans un formulaire, j'ai essentiellement fait de la saisie et du copier-coller. Or, si vous aviez beaucoup de données à fournir, il existe un moyen bien plus efficace, l'import Excel, qui permet d'importer des données en masse dans un formulaire. Nous avons publié plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mets les liens dans la description. La synchronisation des données est également un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. Nous publierons des vidéos sur le sujet, mais en attendant, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires dans notre base de connaissances. Là encore, je vous indique le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur les fonctionnalités de GT, et sur ce, je vous souhaite de bons projets.